Salut à tous, nouvel épisode, et aujourd'hui on va inaugurer une nouvelle série consacrée à l'histoire de quelques hommes méconnus, mais qui ont pourtant eu des destins extrêmement insolites durant le conflit, et ce de bien des manières différentes. Pour le premier personnage du jour, on se rend en Allemagne. Vous avez sans doute déjà entendu parler de Hermann Göring, ancien pilote de chasse renommé durant la Première Guerre. Il est au lancement de la Seconde un membre de tout premier plan du régime nazi, un fidèle acolyte d'Hitler donc. Il est par ailleurs le fondateur de la Gestapo, ainsi que le patron de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Jugé au procès de Nuremberg après-guerre, il est alors condamné à mort par pendaison, mais se suicide avec une capsule de cyanure juste avant son exécution. Ici, ce n'est pas Hermann qui nous intéresse, mais son petit frère Albert. Si Hermann a en effet participé de près aux manœuvres du Troisième Reich, Albert Göring, lui, s'est opposé à son frère dès les années 20 et a très vite manifesté être à l'encontre de l'idéologie nazie. De ses propres mots, il dit cracher sur son frère, sur Hitler et sur tout le régime nazi. Lors de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il fuit d'ailleurs en Autriche. C'est à partir de 1938 qu'Albert Göring va commencer à entreprendre des actions fortes. Cette même année, à Vienne, il protège notamment une femme juive que des SS avaient obligée à s'afficher dans la vitrine de sa boutique, avec une pancarte dégradante. Il retire la pancarte et permet à la femme de s'échapper. Les SS l'interpellent et le remettent à la Gestapo, qui se charge alors de l'interroger. « Juif vous êtes, juif vous avez l'air !» Sauf que son nom le protège et il est rapidement relâché. Après tout, c'est quand même le frère du patron. À d'autres occasions, lorsque des juifs sont humiliés publiquement, il se joint à eux afin de partager leur fardeau. Conscients de l'identité de l'homme venu perturber leurs amusements, les SS stoppent alors immédiatement chaque action de la sorte. Il se rend également dans les camps de Dachau et Theresienstadt où rien qu'en contrefaisant la signature de son grand frère, il parvient à libérer des amis à lui. Ses actions les plus brillantes ont lieu en Tchécoslovaquie alors qu'il est directeur des exportations dans les usines Skoda. Il entreprend des actions de sabotage et établit le contact avec la résistance locale. Il détourne notamment beaucoup de camions à destination des camps de la mort qu'il arrête dans des endroits isolés afin de permettre à leurs occupants de prendre la fuite. Il falsifie des documents de transit avec la signature de son frère et permet à de nombreux réfugiés de fuir le régime. Arrêté pour ses agissements par la Gestapo, il utilise encore une fois la notoriété de son frère pour être libéré. À la fin de la guerre, il se rend aux autorités américaines qui se chargent de l'interroger. Eux ne veulent pas croire qu'il puisse exister un bon Göring. Il tente de se défendre en rédigeant une liste de noms de personnes qu'il a sauvées par le passé. De nombreux individus de cette liste viennent alors plaider sa cause et il est relâché. En 1947, c'est cette fois devant un tribunal tchèque qu'Albert Göring doit se défendre. Cette fois, son sort semble scellé, pourtant à nouveau, de nombreux témoins, notamment membres des usines Skoda, viennent affirmer qu'Albert a sauvé des centaines de vies, et il est une nouvelle fois libéré. Il rentre en Allemagne et choisit de conserver son nom. Il peine alors à trouver logement et travail. Lui qui a pourtant fait le bien est désormais renié de tous pour le simple nom qu'il porte. Il meurt en 1966, pauvre, isolé, alcoolique et sans la moindre reconnaissance. Deuxième destin insolite du jour, on va évoquer maintenant le cas de Léo Major. Léo Major, il est canadien même s'il est né dans le Massachusetts aux États-Unis en 1921. Il est l'aîné d'une grande fratrie et quand je dis grande, c'est vraiment grande puisque par la suite, Léo a eu 12 frères et sœurs. Il s'enrôle en juillet 1940 à l'âge de 19 ans, puis rejoint l'Écosse où est censé s'entraîner son unité, baptisée le Régiment de la Chaudière. Oui bon, les noms canadiens, c'est toujours un peu spécial, hein. On trouve des noms loufoques comme les Voltigeurs de Québec ou bien encore les Fusiliers du Saint-Laurent. Bref, à première vue, plus des noms dignes de franchises de hockey sur glace que de régiments militaires. Mais bon, après tout, ce qui compte, c'est pas le nom, c'est le résultat. Et parlons-en de résultats, puisqu'après 3 ans et demi d'entraînement en Écosse, voici que l'heure est venue pour le régiment de la Chaudière d'entrer en scène. Leur première mission, c'est Juno Beach. Et si ce nom vous évoque quelque chose, c'est normal, il s'agit de l'une des 5 plages du débarquement de Normandie, en l'occurrence celle où débarqueront les Canadiens, épaulés par des Anglais. Et notre Léo Major dans tout ça? Eh bien, durant les 3 ans et demi d'entraînement en Écosse, celui-ci s'est trouvé de véritables talents dans le tir de précision, la reconnaissance et les opérations commando. Véritable tête brûlée, il n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour s'illustrer. Dès le 6 juin 1944, lors du débarquement, alors que les troupes anglo-canadiennes sont clouées au sol, Léo et quelques hommes parviennent à passer et à neutraliser un bunker avec des explosifs.
Plus tard dans la journée, lors d'une reconnaissance avec un autre soldat, il tente une embuscade et s'empare d'un semi-chenillé allemand, occupé par 3 hommes, qu'il ramène en direction des lignes canadiennes dans le but de les interroger. 3 semaines plus tard, le 24 juin 1944, Léo et 4 autres soldats tombent nez à nez avec une patrouille allemande. Elle est très vite neutralisée, mais le dernier Allemand tué a le temps d'envoyer une grenade au phosphore, qui, en explosant, blesse Léo à l'œil gauche. Transporté dans un hôpital de campagne, on lui dit qu'il va perdre son œil gauche et que pour lui la guerre est finie, ce qu'il refuse catégoriquement, jugeant que son œil droit, lui, fonctionne encore très bien. Du coup, Léo Major repart sur le front où il reprend notamment les missions de reconnaissance. Or, c'est bien connu, dans ce genre de mission, il faut ouvrir l'œil et le bon. Plus question pour lui de se tromper désormais. Maintenant muni d'un cache-œil, les Allemands qui ont appris à le craindre le surnomment le fantôme borgne. Plus tard, durant la campagne de Normandie, d'autres faits d'armes lui seront attribués, notamment la destruction d'un Panzer. En octobre 1944, son unité est désormais déployée aux Pays-Bas. Dans la nuit du 30 au 31 octobre, lors d'une nouvelle mission de reconnaissance, il repère 2 soldats allemands surveillant une digue. Il en abat un et fait prisonnier le deuxième, qu'il se sert alors d'appât afin de capturer une unité allemande tout entière. Il ramène ainsi une colonne de 93 prisonniers allemands à lui tout seul, ce qui lui vaut une nomination pour la DCM, une médaille de conduite distinguée, qu'il refuse car la décoration doit lui être remise par le général Montgomery, que Léo considère comme étant militairement incompétent. Culotté le garçon. Le 27 février 1945, Léo aide un aumônier à charger des corps dans un véhicule de transport, mais quelques instants après, le véhicule roule sur une mine anti-char. Les hommes à l'avant sont tués sur le coup, Léo Major, lui, placé à l'arrière du véhicule, est violemment projeté dans les airs et retombe lourdement sur le dos. On l'emmène dans un hôpital de campagne où à nouveau on lui dit que pour lui la guerre est finie. Léo a en effet des fractures au dos en 3 endroits, des entorses aux chevilles et 4 côtes cassées. J'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Néanmoins, Léo, il ne veut pas pour autant être encadré médicalement. Au bout d'1 semaine, il s'échappe de l'hôpital, trouve un chauffeur et se fait conduire à Nijmegen, chez une famille hollandaise qu'il a précédemment rencontrée. Il séjourne chez eux durant 1 mois, puis rejoint son unité le 29 mars 1945. C'est qu'il est tenace, le bougre. Le 13 avril 1945, le régiment de la Chaudière est aux portes de Zwolle, une ville hollandaise d'environ 50 000 habitants où la résistance allemande est encore très forte. Le commandant du régiment demande alors 2 volontaires afin de partir en éclaireur connaître la force et la position de l'ennemi. Léo se porte évidemment volontaire, tout comme son meilleur ami, Willy Arsenault. À la tombée de la nuit, alors que les 2 individus progressent, ils révèlent accidentellement leur position et subissent des tirs allemands. Willy est alors tué. Léo, furieux, continue sa mission seul. Il tombe alors sur une voiture d'officier dont il capture le chauffeur. Ce dernier le mène à un bar où se désaltère justement l'officier en question. Léo, québécois, se rend compte que l'officier allemand parle français, est en effet alsacien. Il lui explique que l'artillerie canadienne ouvrira le feu sur la ville à 6 h du matin et qu'il serait dommage que cela cause de nombreuses pertes aussi bien civiles qu'allemandes. Il laisse alors repartir l'officier avec son arme, espérant qu'il convaincra son unité de quitter la ville. C'est à cet instant que Léo Major entre dans une véritable furie guerrière. Il se met à traverser les rues de la ville en mitraillant à tout va, il lance des grenades dans les maisons vides et sème le chaos. Très vite, les Allemands prennent connaissance de plusieurs lieux d'attaque à divers endroits de la ville et sont persuadés que les troupes canadiennes sont en train de l'envahir. En réalité, il y a juste un seul gars qui court simplement partout en foutant le plus de bazar possible. Il surprend à plusieurs reprises des groupes de 8 à 10 soldats à qui il fait déposer les armes et les guide hors de la cité pour qu'ils soient récupérés par son unité. Puis, à chaque fois, il retourne dans la ville et recommence l'opération. Il tombe également sur le quartier général des SS dont il tue 4 officiers supérieurs avant d'en faire fuir 4 autres. Et comme si cela ne suffisait pas, il met aussi le feu au QG de la Gestapo. Quitte à foutre le bazar, autant le faire bien. Au petit matin, il constate alors que les dernières troupes allemandes ont quitté la ville. Il tombe sur des membres de la résistance, puis sur une enseignante d'anglais avec qui il peut communiquer. Il demande alors d'annoncer à la radio que la ville est libérée des Allemands. Et en effet, au matin, alors que la population sort dans les rues et accueille le régiment canadien qui entre dans la ville, les Allemands ne sont plus là. Zwolle a été libéré par un seul homme.
Léo est une nouvelle fois proposé pour être décoré de la DCM, qu'il accepte cette fois-ci. La guerre se termine ensuite 3 semaines plus tard et Léo peut rentrer au pays, où il est opéré du dos. Par la suite, Léo Major opère durant la guerre de Corée en tant que responsable d'un groupe d'éclaireurs. Il meurt finalement au Québec en 2008, à l'âge de 87 ans. Voilà pour cette vidéo consacrée à quelques personnages au destin insolite. Des personnages de la sorte, il y en a beaucoup d'autres, mais nous les aborderons lors de d'autres épisodes. C'est tout pour aujourd'hui, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à commenter, à le partager et surtout n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.